Lecteur, lectrice, bonjour, Garcès Robert en ligne, autrice hybride mi-auto-éditée, mi-éditée, pour te faire un retour sur l'homme qui répare les femmes. Donc le docteur Mukwege. J'espère ne pas écorcher son nom. Alors je ne sais pas si tu as entendu parler de la situation des femmes, c'est au Congo ou au Rwanda. J'ai acheté ce livre à la foire du livre de Bruxelles en 2020 et je ne suis pas très fière de dire que je ne fais le retour qu'en 2022, mais honnêtement, j'ai mis énormément de temps à le lire. Et j'espère ne pas avoir trop d'émotions en parlant, mais c'est un livre qui est très poignant, que ce soit en tant que femme, que ce soit en tant qu'être humain, parce que l'autrice, donc Colette Breckman, aborde énormément de choses par rapport à ça. Donc on va parler du résumé du livre. Non, la haine et la violence ne sont pas inscrites dans les gènes des peuples des Grands Lacs. Mais que penser de ces images en provenance de l'Est du Congo, de cette guerre qui a pris un nouveau visage, celui de la barbarie, de la cruauté gratuite, avec les femmes comme principales victimes, violées, mutilées, terrorisées. Depuis près de 20 ans, Denis Mukwege, médecin-chef de l'hôpital de Panzi, Sud Kivu, fait face à une urgence qui dure. Vagin détruit et âme morte. Le gynécologue coud et répare, à main nue. Il se bat contre le viol, cette arme de guerre qui mine toute une société. Son combat lui vaut une large reconnaissance internationale, dont le prestigieux prix Sakharov, décerné en 2014 par le Parlement européen, et finalement la distinction suprême, le prix Nobel de la paix de 2018. Pardon. Et j'ai pas fini le résumé. Plongeons le lecteur dans ce Kivu paradisiaque devenu un enfer. Ce livre doit sa force au regard croisé de deux témoins de deux plans. Le premier plan, Colette Breckman, une journaliste passionnée par le Congo qui revient d'abord sur les séquences du désastre. Un rappel historique indispensable. Elle nous invite ensuite à démêler les mobiles des seigneurs de la guerre, fait écho à la souffrance des femmes, leur rend hommage. Sa plume trahit sa colère, son écœurement, sa compassion. Parfois désenchantée et révoltée, mais jamais fataliste. Denis Mukwege vit ses horreurs de l'intérieur. Avec lui, c'est bien sûr le médecin qui parle, mais très vite l'homme, le citoyen qui s'exprime. Ces réflexions complètent à merveille le récit hallucinant de l'auteur-reux, ou l'autrice. Le résultat, un ouvrage original et puissant, et très très poignant. C'est rien de le dire. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Parce que j'ai pris des notes sur l'histoire. Au niveau de la partie narrative, parce que je vais quand même essayer d'en faire un retour comme d'un livre, un livre classique, mais en même temps, c'est pas un roman et c'est pas un livre qu'on lit. On ne ressort pas indemne de ce genre de lecture. Et comme je disais, moi, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. C'est sa 7e édition. Et c'est difficile à lire. Franchement difficile, surtout quand on se met à la place des gens, que ce soit les femmes qui le vivent, les hommes qui vivent aussi la situation, ceux qui les aident, etc. Au niveau de la partie narrative, Colette Breckman raconte l'histoire avec le témoignage du docteur Mukwege. Et elle nous explique aussi, comme dit le résumé, la situation politique et historique du Congo pour situer le contexte et les faits. Donc on a la présentation avec la première page, en même temps on en a déjà parlé dans le résumé, mais Colette Breckman est une journaliste au quotidien Le Soir, donc qui est un journal belge, et elle s'est spécialisée depuis près de 40 ans dans l'information sur l'Afrique, plus particulièrement l'Afrique centrale, et elle collabore à de nombreuses revues et magazines. Elle est autrice de nombreux ouvrages, donc on a la liste de ses ouvrages. Et son ouvrage sur le docteur Mukwege a été publié une première fois en 2015. Ce qui est triste, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Parce que, par exemple, là, je l'ai acheté en 2020 et l'édition que j'ai est donc de
2019. Et donc, le docteur, il a été diplômé en 83 à la faculté de médecine de Bujumbura et il va d'abord exercer à l'hôpital de l'Emera au Sud Kivu. Et après, il fait une spécialisation en gynécologie en France. Il va réintégrer l'hôpital en 89. C'est-à-dire qu'il va choisir de revenir au Congo pour soigner ses pairs et pas de rester en France où il pourrait avoir une carrière de gynécologue classique de beaucoup d'Africains qui restent en France pour avoir de l'argent et l'envoyer au pays. Donc, lors de la première guerre du Congo en 96 ou 96, l'hôpital sera détruit et il se réfugiera à Nairobi. De retour dans son pays en 1999 ou 99, il participera à la création d'une maternité à l'hôpital de Panzi, au Bukavu. Alors que les viols et les mutilations sont devenus monnaie courante, il se spécialise dans une prise en charge holistique des victimes de la violence sexuelle. Et donc, comme on disait, il va être récompensé à plusieurs reprises pour son combat. Ce qui est bien, c'est très très bien qu'il soit reconnu au niveau international. Alors, je vais essayer de ne pas faire de politique dans l'histoire, ça va être extrêmement compliqué pour moi. Mais ce qui serait mieux, c'est qu'on arrive à éduquer les enfants qui sont utilisés dans la guerre pour en faire en sorte qu'il n'y ait plus ce type de guerre. Parce que le problème qu'il y a, et on peut le voir à plein de niveaux et dans plein de situations différentes, c'est que, enfin pour moi en tout cas, l'éducation vaut énormément de choses. Et quand on a ces gamins très jeunes qui ont vu leurs parents se faire massacrer et qu'on les éduque, donc bah voilà, c'est la faute des autres. Maintenant toi tu peux te venger, tu peux aller les tuer et tu peux aussi aller les massacrer. C'est un cercle sans fin. Enfin c'est un cercle. Oui, c'est un cercle vicieux et c'est une chaîne sans fin. Donc finalement, bah voilà, il y aura toujours la guerre et il y aura toujours des raisons d'aller zigouiller l'autre. Et ça pourra jamais aller mieux. Le sujet de l'œuvre, bah, comme il disait aussi dans le résumé, c'est la rencontre de deux indignés. Et moi, je me remercie beaucoup Madame Breckman de ce genre de livre, qui est, comme je disais, assez lourd à lire, mais il faut des voix comme ça pour parler de ce genre de situation et pour parler de ce genre de personnes. Parce que, bien sûr, et heureusement, il n'est pas seul pour son combat, c'est aussi le visage de plein de gens, de toute une équipe qui répare les femmes. Mais comme ils disent dans le livre, il y a des moments où ils revoient la même femme 3 mois plus tard qui a resubi la même chose. Il y a un moment où on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Il faut ce genre de livre pour conscientiser les gens et pour dire, faisons quelque chose pour calmer la situation. J'ai noté aussi un extrait. Alors, je ne sais pas comment je vais réussir à le lire, mais on parle des femmes et le médecin parle aussi des hommes. Et par exemple, dans les guerres classiques, ce sont les hommes et eux seuls qui vont au front et qui meurent. Lorsque les femmes restent à l'arrière au village, elles continuent à faire des enfants avec les hommes qui restent. Même lorsque tout un groupe d'hommes tombe dans une embuscade, les femmes finissent par faire leur deuil et par la suite la vie recommence. Elles peuvent à nouveau se trouver enceintes. Mais si vous détruisez les femmes, vous menacez la société tout entière. Il s'agit là d'une stratégie tellement systématique que je ne peux y voir l'effet du hasard. Et donc, je coupe un petit peu, il s'agit bien d'une guerre dirigée contre les femmes et indirectement contre les hommes. Humiliés par des viols qui ont lieu en public, réduits à l'impuissance, il est souvent arrivé que les maris, se voyant incapables de protéger leurs épouses, choisissent de quitter le village, de tout abandonner. Des villages entiers se sont ainsi vidés de leur population. Il faut savoir que l'homme qui a assisté au viol de sa femme ou de son enfant aura lui aussi un comportement pathologique. Une fois qu'il aura tourné le dos au village à sa famille, que fera-t-il ou ira-t-il? Tentera-t-il de valoriser sa masculinité à n'importe quel prix, ou se résignera-t-il à l'impuissance? Et alors, il y a la petite note qui va faire mouche aussi.
Il est d'ailleurs regrettable que la souffrance bien réelle des hommes, humiliés en public et quelquefois sexuellement abusés eux aussi, trouve moins d'écho auprès de l'opinion internationale et partant moins de structures d'entraide et d'écoute. Voilà tout ce qui est expliqué dans ce livre. On parle du docteur Mukwege, j'espère ne pas écorcher son nom parce que j'ai pas pris le temps d'aller écouter comment ça se prononce. Mais cet homme ne combat pas uniquement pour les femmes, il essaye aussi d'englober vraiment toute la population. La journaliste Madame Breckman resitue toute la situation, c'est-à-dire la guerre des Hutus et des Tutsis, donc en 96 comme elle disait. Moi, je me rappelle que j'avais des amis africains qui ne savaient même pas ce qui se passait dans leur pays et qui essayaient de joindre la famille pour voir déjà comment ils étaient, s'ils avaient survécu, et qui essayaient d'envoyer de l'argent là-bas sans même être sûrs que cet argent allait pouvoir leur arriver, et qui essayaient de trouver une solution pour les faire venir en France pour les protéger, tout simplement, parce que là-bas c'était invivable. Et dans le livre aussi, il parle du fait que dans le village, parfois il a été détruit complètement. Il y a des femmes qui essayent d'aller cultiver quelque chose, mais par moment, de toute manière, si elles arrivent à récolter quelque chose pour nourrir les enfants ou pour se nourrir elles-mêmes, ou la famille, ou les autres, enfin, voilà, il y a quelqu'un qui vient, qui détruit tout, ou alors qui les vole. Donc, il y a, enfin, c'est une situation qui est très lourde, et on a des bourreaux et des victimes. On a des personnes qui subissent, on a des personnes qui combattent, on a des personnes qui essaient de s'en sortir par tous les moyens, mais c'est extrêmement compliqué. On a les décideurs qui ordonnent et qui, eux, sont dans leur petite tour d'ivoire, dans leur petite maison où il ne se passe rien. Et voilà, est-ce qu'ils ont vraiment conscience de ce qui se passe? Je ne sais pas. Et s'ils en ont conscience, je les plains de rendre les autres enfin de les assimiler à des objets, parce que c'est clairement ça. On a des gouvernants qui agissent selon leur intérêt, parce que cette zone-là a des richesses, donc quand on va les aider, c'est parce que il y a des richesses à récupérer. C'est pas forcément juste pour sauver les êtres humains. Je m'en arrêterai là pour la suite. Et ces femmes, quand elles ont été violées, si ça se sait, elles sont rejetées par la famille, parce que par moments, elles se retrouvent aussi malades du sida. Donc si elles sont rejetées par la famille parce qu'elles ont été violées, parce que bien sûr c'est de leur faute, c'est bien connu, elles ne savent plus survivre, et donc ça leur pose d'autres problèmes. Donc il y en a qui vont voir des sugar daddy qui, bien sûr, en échange de faveurs sexuelles, leur offrent des cadeaux, leur permettent de survivre. Moi, je me rappelle avoir vu un reportage aussi où on parlait du fait que la population pêchait les poissons, et les poissons partaient en Europe ou dans les pays riches, et eux n'avaient que la carcasse du poisson pour se nourrir. Et on voyait aussi l'histoire d'une jeune prostituée très très jeune qui se prostituait auprès des autres parce que elle n'avait pas trop d'autre choix pour survivre. Et la guerre, le premier génocide rwandais, c'est en 94. Je me suis trompée de date, c'est en 1994 pour les francophones qui ne comprennent pas le belgicisme. Et il y a une deuxième guerre en 2002. Le Congo est un grand pays, donc là on parle de la région du Kivu, mais le problème qu'il y a, c'est l'Afrique a une histoire assez particulière avec l'Europe et le reste du monde, et je vais essayer de ne pas avoir trop de considérations politiques, mais en tant qu'être humain, ce qui me dérange beaucoup, c'est que on est venu les exploiter pour l'esclavage.
On a considéré que, comme ils vivaient en tribu, comme ils vivaient encore proches de la nature et qu'ils avaient une organisation complètement différente, et qu'ils n'étaient pas forcément à l'ère de l'industrie ou autre, on a considéré que c'était des sauvages et que les autres peuples qui, eux, étaient organisés dans un autre type de société, savaient, et que donc ils étaient plus intelligents qu'eux. Alors, il faudra m'expliquer d'où, mais soit. Et donc après, ils sont venus les coloniser pour leur inculquer une religion qui n'était pas forcément la leur, de quel droit et en quel sens, voilà. Et donc après, on est venu les éduquer, leur apprendre l'école, mais enfin, on a été quand même parfois pour les Français jusqu'à expliquer aux enfants que leurs ancêtres étaient les Gaulois. Oui, oui. Et donc, voilà, on les a coupés d'une partie de leur histoire. Maintenant, ça va mieux parce qu'on a des spécialistes de l'histoire africaine et on redécouvre des choses sur l'histoire africaine, heureusement, parce que l'Afrique a une histoire extrêmement riche et elle a aussi une culture très riche et une civilisation avec énormément de connaissances qu'il faut respecter. Et là, dans ce livre, on parle aussi de ça. On parle du fait qu'on a voulu commettre un génocide. On a voulu zigouiller et éradiquer complètement les Tutsis. Complètement, les effacer. Comme on a connu ça en Europe avec la guerre 39-45, sachant que les Africains aussi ont participé à la guerre, que ce soit volontairement ou pas, mais en tout cas, on les a envoyés au front. On parlait des tirailleurs sénégalais, on les a envoyés au front pour aller se battre, parce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient éradiquer les Juifs de la terre. Donc on est toujours dans ce type de situation à notre époque, et on est toujours dans la situation où on veut éradiquer des gens pour une raison, que ce soit pour une raison de religion, que ce soit pour une religion d'appartenance. La guerre entre les Hutus et les Tutsis et la guerre du Congo a plein de sources différentes. C'est Madame Breckman qui en parlera beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, elle en parle aussi dans son bouquin. Moi, je ne vais pas refaire un résumé parce que peut-être que je n'ai pas forcément bien compris, donc je vous renvoie à son livre et aux autres livres qu'elle a écrits à ce propos pour en parler, mais voilà. Et donc ce livre n'est pas uniquement autour du combat de cet homme, il parle aussi de la situation au Congo et au Rwanda, et ce livre parle de la situation des femmes et des gens en général là-bas, et de ce qu'ils subissent, parce que donc le docteur répare les femmes parce qu'elles ont des fistules, et c'est dû au viol. Il raconte quand même que donc il y a des types qui violent les femmes et après qui tirent dans leur vagin avec des armes, qui les massacrent, qui leur donnent des coups de couteau dans le vagin et tout pour vraiment les détruire complètement. Et après, il les laisse vivantes. Et quand elles viennent en parler, parce que parfois elles n'en parlent même pas, il y a des moments où elles se font violer, elles n'en parlent pas à la famille pour éviter tout problème, parce que sinon elles vont être rejetées par la famille. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave. Les hommes qui ont assisté à tout ça, eh ben, étant donné qu'ils n'ont pas été capables de défendre les femmes ou de défendre leur village, ou même de défendre l'intégralité de la population qui était dans le village, ce ne sont plus des hommes. Et donc, eux aussi subissent la situation sous une autre forme. Et donc voilà, enfin, voilà tout ce qu'elle explique. À l'origine, moi, je voulais faire un retour au niveau, au mois de mai, par rapport à la Journée internationale des droits de la femme. Mais je crois que ce livre englobe beaucoup plus de choses. Donc, je ne sais pas exactement quand je vais faire le retour. Alors, je suis en train de tourner la vidéo en janvier 2022. Mais on verra. Parce que le titre s'appelle « L'homme qui répare les femmes », mais pour moi, c'est plus « L'homme qui répare les êtres humains ». Parce que par son combat, par son hôpital, même si lui est un gynécologue qui aide les femmes,
il peut aussi aider d'autres personnes autour et peut-être inspirer d'autres personnes. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui fait que c'est un beau combat et qui mérite largement son prix et qui mérite largement d'être épaulé aussi sur à plein d'autres niveaux. Donc il y aura certainement pas mal de liens en description. Je ne sais pas encore tout ce que je vais mettre pour qu'on puisse s'informer mieux et plus, et qu'on puisse aussi les aider dans leur combat et dans l'évolution de la situation pour empêcher la continuité de cette barbarie. Voilà, bon, je te laisse quand même un lien vers ma présentation et je te dis à bientôt pour d'autres lectures qui seront un petit peu plus légères par la suite. À bientôt pour d'autres lectures. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.